Bonjour à tous. Je vais vous parler de ces enjeux et je vais surtout partager avec vous des travaux que l'on a fait au sein de la CERNA, Comité d'éthique de la recherche sur le numérique d'Alisten, dont je suis membre. Pardon. Oui, en introduction, je passe assez vite puisque toute la journée a porté là-dessus, mais voilà, on est dans une médecine data-driven et le point de vue que nous, on va regarder ici, ce n'est pas le point de vue que du concepteur, mais le point de vue aussi de la conséquence de l'intelligence artificielle sur la société, sur les professionnels de santé et sur les patients. Quelques exemples assez intéressants. À gauche, vous avez dans un hôpital américain un algorithme qui, au moment où les patients cardiaques arrivent, eh bien, calcule leur probabilité de mourir et donc leur traitements sont pris en compte, je dirais, hiérarchiquement en fonction du résultat de l'algorithme. On va s'occuper de tel patient plutôt que tel autre. Donc on se dit, il vaut mieux ne pas être dans les faux positifs. Ensuite, donc, tous les dispositifs pour les diabétiques, etc., on en a parlé. Les objets connectés aussi avec les algorithmes derrière, juste pour dire que souvent, on a une vision de ces technologies qui est une vision, je dirais, de fabrication des objets. Et souvent, on présente ces objets connectés et voir les algorithmes derrière sans penser au plus important, qui est quand même le blanc, le patient et l'humain derrière. Et puis, des articles un peu plus récents et des applications que vous connaissez, Terra Panacea, qui est une spin-off de Central, hein, avec Nikos Paragios, donc qui fait des choses absolument incroyables donc dans je dirais, l'intelligence artificielle pour mesurer la quantité de radiothérapie qu'il faut fournir. Là aussi, dans le domaine de la rétinopathie. Et puis, ce que je voulais signaler aussi, un article qui vient de sortir assez intéressant, développé à Bordeaux, d'utilisation de l'intelligence artificielle aussi dans le domaine de la psychiatrie, avec des résultats absolument prodigieux sur la prévision à partir d'un agent virtuel et de machine learning de désordres vis-à-vis de l'alcool et vis-à-vis du tabac. Voilà. Donc je passe assez vite là-dessus parce que vous connaissez bien le sujet. Ce dont je vais parler, c'est quand même de l'intelligence artificielle, mais quelque part aussi, ça comporte tout ce qui est robot, tout ce qui est chatbot. La NHS, quand même, en Angleterre, depuis début 2017, a un système où il y a plus d'1 million d'individus qui téléphonent à des urgences et qui téléphonent à une machine et non pas à un humain. Et donc, on peut se poser des questions de conséquences de ça. Et puis, les Chinois aussi, qui font ce type de choses avec Mélodie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire parler à une machine chinoise quand on connaît aussi le contexte éthique des technologies en Chine? Alors, ces enjeux, je passe assez vite aussi là-dessus, c'est quand même ces enjeux d'éthique et de l'IA, c'est devenu un sujet médiatisé, ça fait partie, toute une partie du rapport Villani qui porte sur les enjeux d'éthique de l'IA. Et puis nous, on sait qu'en Europe, on a quand même eu une grosse législation avec le RGPD qui quand même est plutôt très défenseur de l'utilisateur final ou du patient dans le domaine de la santé. Et donc des réflexions, y compris à la Commission européenne. Il y a un groupe très intéressant qui réfléchit à l'éthique de ces technologies et aux futures régulations, indépendamment du High Level Group sur l'intelligence artificielle, qui est en train d'ailleurs, qui va sortir un certain nombre de conclusions là ces jours-ci. On sait qu'il y a un certain nombre de Français, il y a 3 Français dans ce groupe, et certaines de leurs conclusions vont porter sur la nécessité de financer des recherches sur l'éthique de l'IA. Alors, mon propos est plutôt de partager vraiment avec vous les travaux que j'ai eu la chance de mener à la CERNA. Alors, la CERNA, vous connaissez ou probablement pas, c'est une émanation d'Alisten. Donc, Alisten, c'est le regroupement d'un certain nombre d'institutions autour des sciences et technologies du numérique. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais en particulier le CNRS, l'INRIA, l'Institut Mintelecom, etc. Et la CERNA est une émanation d'Alisten qui ne s'occupe que de la question de l'éthique. Et donc, c'est comité d'éthique de la recherche sur le numérique. Donc, notre rôle, c'est d'essayer de réfléchir à comment
comment on peut mieux aider les chercheurs à travailler ces questions d'éthique dans le numérique. Et ça s'adresse à la fois aux sciences dures et aux sciences humaines et sociales. Et donc, nous sommes une équipe totalement pluridisciplinaire avec beaucoup de computer science, mais aussi des gens en droit, des gens en management, des gens en philosophie. Et on a fait un certain nombre de publications, donc éthique de la recherche sur la robotique, éthique de la recherche en apprentissage machine, et c'est ces résultats que je vais vous commenter un peu plus précisément, sous la souveraineté. Et puis un dernier rapport dont je vais vous parler, numérique et santé, qu'on a rendu dans le cadre d'une réflexion commune CCNE-CERNA. Donc le CCNE, c'est le Comité consultatif national d'éthique. Vous savez qu'on est à l'heure actuelle dans la révision des lois bioéthiques. Ce Conseil consultatif national d'éthique est dirigé par le professeur Delfrécy. Et donc généralement, historiquement, il se soit adressé à des questions très sociétales comme la fin de vie, comme... là, dans celui qui est dans l'avis qu'ils ont remis le 129 au mois de juin, sur des questions de GPA-PMA qui ont été très médiatisées et qui vont toujours l'être. Et puis, cette année, donc, via la CERNA, nous sommes allés les voir plusieurs fois en leur disant, mais finalement, dans ces enjeux de loi de bioéthique, beaucoup de ces enjeux sont numériques. Et donc, ils ont accepté que l'on fasse un rapport sur ces questions numériques et santé. Et maintenant, il y a un membre de la CERNA, qui est le nouveau président de la CERNA, qui est membre du CCNE. Et donc, c'est cette idée que le numérique prend des enjeux vraiment majeurs. Bon, on organise des conférences et puis on a 3 groupes de travail en cours. Alors, juste là aussi pour introduire grandement le sujet, je ne vais pas faire un cours sur l'éthique, mais les grands principes que l'on a derrière tout ça, c'est se dire si on veut avoir une démarche éthique dans la recherche et dans l'IA en général, eh bien, une démarche éthique, ça repose sur 3 principaux piliers, je résume. Le principe macro qui est la justice et l'équité pour tous, et puis des principes plus micro, le principe d'autonomie, qui repose sur le respect de la vie des individus, le principe de bienfaisance, c'est-à-dire développer des technologies qui sont utiles avec une certaine responsabilité, et surtout le principe de non-malfaisance, donc comment on peut ne pas générer des systèmes qui peuvent poser problème. Et donc là, typiquement, une réponse peut être le principe de précaution. Alors, rentrons un peu dans le sujet maintenant je vais vous parler de ce rapport qu'on a rendu sur l'éthique des méthodes d'apprentissage. En général, qu'est-ce qu'on attend d'un système numérique ? Si on est dans cette réflexion éthique, et puis globalement pour le bien de tous dans la société. On s'attend à ce que le système soit loyal et équitable. Alors loyal, ça veut dire que le système fait selon ce que le concepteur déclare et qu'il ne fait pas autre chose. Le moteur de recherche Google n'est pas tout à fait loyal dans cette définition-là, on le sait. Facebook n'est pas tout à fait loyal dans cette définition-là. Lorsque j'étais au Conseil national du numérique, on a eu la chance d'essayer de contribuer à la loi pour une république numérique fin 2016. Et dans cette loi, l'article 39 aujourd'hui précise que les plateformes numériques doivent être loyales. Donc la loyauté aujourd'hui est dans la loi. Et puis l'équité, c'est un traitement juste et équitable des usagers. On s'entend aussi à ce que ces systèmes ils soient transparents. Alors transparent, ça ne veut pas du tout donner le code. Transparent, ça veut dire essayer de comprendre, qu'on puisse comprendre le fonctionnement de ces systèmes. Ça demande évidemment, et ça, c'est facilité par une traçabilité, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis une explicabilité. Donc j'étais ravie de voir la présentation précédente qui travaille sur l'explicabilité des réseaux de neurones. Autre élément que l'on attend, c'est la responsabilité, c'est-à-dire faire des systèmes où on soit capable d'identifier des responsabilités en termes juridiques, parce que si le système est défaillant, il faut pouvoir attribuer des responsabilités, puis conforme à un cahier des charges. Mais évidemment, un texte de loi, aujourd'hui, on est très régi par le RGPD. Alors, le problème de l'IA, c'est que ces questions, ces éléments que l'on attend ne sont pas toujours réalisés. Et puis, par rapport aux grands principes d'éthique, certains de ces principes peuvent être, je dirais, mis de côté. Donc, il y a des grandes familles de questions qui se posent, des familles de questions sur les données. Ça a été dit tout au long de la journée, en particulier Gracia ce matin, mais les questions de biais, les questions de discrimination qui peuvent surgir liées aux données, les questions d'opacité de système, d'où l'explicabilité, les questions de robustesse et fiabilité qui sont aujourd'hui des questions importantes. Et enfin, peut-être un sujet moins traité, le fait que les systèmes portent des jugements de valeur et que donc les décisions prises par ces systèmes sont aussi porteurs de jugements de valeur.
Alors, les challenges des systèmes là, d'apprentissage, eh bien, ils sont liés là-dessus. Comment on peut manager et analyser de manière éthique les données? Comment on peut développer des systèmes explicables? Comment on peut travailler sur la fiabilité et la robustesse? On sait que c'est une vraie question sur les réseaux de neurones et le deep learning et machine learning. Et puis, éviter ces effets des opinions qui sont encapsulés dans les algorithmes. Et donc, il y a une intention humaine, bien sûr, puisque tous ces systèmes ne sont que construits quelque part par des humains. Et donc, quelles sont les conséquences de cette intention? Alors, dans cette réflexion qu'on a eue sur l'apprentissage machine, eh bien, on a mis en avant quelques spécificités de l'apprentissage machine. D'abord, des difficultés de spécification. Puisque le but de l'apprentissage machine, c'est de traiter des tâches en fait, que l'on ne sait pas très bien spécifier au sens informatique. Et donc, finalement, l'apprentissage, il remplace cette spécification formelle. Deuxième élément qui est assez novateur, c'est qu'on a identifié dans nos débats qu'en fait, dans ces systèmes d'apprentissage, il y a le concepteur, il y a l'utilisateur, mais il y a un troisième rôle qui est l'agent entraîneur. Et que cet agent entraîneur, il se peut qu'en cas de dysfonctionnement du système ou problème par rapport au système, eh bien, des responsabilités lui soient attribuées. Troisième élément, c'est que parfois, on apprend sans comprendre avec ces systèmes. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre sans comprendre? C'est surtout lorsque eh bien, l'apprentissage se fait sans référence à un but intelligible par les humains, donc on ne peut pas comprendre. Enfin, il y a l'évolution dynamique du système, c'est-à-dire on peut difficilement contrôler son comportement sur le long terme. Hein, c'est l'exemple de Tay de Microsoft qui est devenu raciste, etc. sur Twitter. L'instabilité de l'apprentissage et puis toujours pareil, comme tout à l'heure, les questions d'évaluation et de contrôle. Donc nous avons, à partir de ces questionnements, fait un certain nombre de recommandations que je voulais partager avec vous, donc là plutôt dédiées aux chercheurs, sur les données, sur l'autonomie, l'explicabilité et l'évaluation, les décisions, le consentement et la responsabilité. Toujours sur les systèmes apprenants. Alors, les données, le premier élément que l'on met en avant, très classique, c'est effectivement s'assurer, pour éviter les biais, s'assurer que la base de départ ne comporte pas de biais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de publications en sciences humaines et sociales, ce que disait Gracia ce matin, sur les questions de discrimination. On s'aperçoit que les algorithmes discriminent et puis qu'ils peuvent avoir des résultats biaisés. Donc, premier élément, c'est s'assurer vraiment que, et c'est le rôle donc, du chercheur, du concepteur du système, que la base de données de départ n'est pas biaisée. Deuxième élément, cette base de données, elle doit refléter la diversité des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs de ces systèmes, et donc on doit le vérifier. Troisième élément, un point particulier sur les données qui comportent un risque de discrimination. Donc là, c'est les données, par exemple, comme en France, l'ethnie, le sexe ou l'âge, qui doivent se poser en particulier. Et donc, on suggère de ne pas mémoriser ni de régénérer par programmation ces variables, et évidemment de faire en sorte qu'elles soient sécurisées, anonymisées, j'y reviendrai puisque c'est très difficile. Et enfin, le dernier élément, c'est que le chercheur ou le concepteur doit veiller à la traçabilité de l'apprentissage machine et qu'il doit prévoir des protocoles à cet effet. Deuxième élément, sur l'autonomie du système. Alors ça, c'est plus lié à la robotique et ça faisait aussi un rappel au rapport sur la robotique qu'on avait précédemment rédigé. Le biais de caractérisation. L'idée, c'est de faire en sorte que les capacités d'apprentissage du système n'amènent pas l'utilisateur à croire que le système est dans un certain état de fonctionnement alors qu'il est dans un autre état. Et enfin, deuxième élément, la communication. Ne pas, entre guillemets, survendre ce que peut faire ce système, hein, l'autonomie des systèmes apprenants. Eh bien, dans ces systèmes, le chercheur doit viser à expliquer le comportement du système sans donner prise à des interprétations irrationnelles. Sur l'explicabilité, donc c'est un point que l'on met fortement en avant. Donc il doit ce qu'on suggère, c'est que le chercheur ou le concepteur doit s'interroger sur la non-interprétabilité de son système et qu'il doit y avoir donc un compromis entre performance et explicabilité. Lorsque on ne peut vraiment pas expliquer, mais c'est tout un courant de recherche en cours, hein, l'explicabilité, mais si on ne peut vraiment pas expliquer, eh bien on doit avoir un compromis.
Deuxième élément, les heuristiques d'explication. Donc, on veillera à décrire les limites de ces heuristiques d'explication de manière à ce que les interprétations des résultats soient exemptes de biais. Et enfin, contribuer au développement des normes. Alors ça, il y a beaucoup de groupes, y compris dans les I3E, qui travaillent sur ces questions. Les décisions. Alors ça ressort dans tout un tas de rapports à l'heure actuelle. C'est remettre de l'humain dans les décisions qui sont prises par des systèmes homme-machine. Donc, premier élément, c'est la place de la décision dans les décisions, la place de l'humain, pardon, dans les décisions assistées par des machines apprenantes. Donc, on suggère que le chercheur doit veiller à ce qu'aucun biais ne produise un résultat qui devienne automatiquement une décision alors que l'intervention humaine était prévue par la spécification du système. Et deuxième élément, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, la place dans la santé, place de l'humain dans l'explication des décisions assistées par des machines apprenantes. Ce qu'on suggère, c'est que, que le chercheur ou le concepteur doit veiller à ce que les résultats du système soient interprétables et explicables, non pas uniquement par rapport à des chercheurs qui connaissent le deep learning, mais par aussi les personnes utilisatrices, notamment, par exemple, dans le domaine médical, les professionnels de santé. Et donc, c'est tout un enjeu. Le consentement. Alors, le consentement, on a quelques éléments aussi assez novateurs. Premier élément, c'est qu'on dit on doit pouvoir créer la possibilité d'utiliser les systèmes avec ou pas la capacité d'apprentissage. Deuxième élément, c'est qu'évidemment, on doit avoir le consentement, mais qu'il faut repenser ce consentement dès la conception du projet et bien identifier tous les groupes qui seront susceptibles d'être utilisés dans le système. Et enfin, le troisième élément qui a été pas mal repris qui intéresse un certain nombre d'organisations, c'est dans le RGDP aujourd'hui, on demande un consentement par rapport à l'utilisation des données, en particulier dans la santé, avec tout le contexte légal des données de santé. En revanche, on ne demande pas un consentement à l'apprentissage sur ces données. Et donc, ce qu'on précise ici, c'est qu'on pourrait demander un consentement, ce qui voudrait dire qu'au bout de 6 mois, au bout d'1 an, si on était complètement ethical-minded, eh bien, on redemanderait une poursuite du consentement. Est-ce que vous voulez encore que la machine apprenne sur vous ? La responsabilité... Alors, je sais que voilà, ça fait beaucoup réagir. Donc, il faut trouver un compromis parce qu'il ne faut pas freiner l'innovation. L'idée, ce n'est pas ça. C'est l'idée qu'on a dans toutes ces réflexions. C'est comment on peut mener une recherche plus éthique dans ce domaine-là qui n'est pas du tout un frein. Alors, sur les questions de responsabilité, donc, l'idée, c'est vraiment des mécanismes de contrôle. Donc, premier élément. Et deuxièmement, des déclarations d'intention d'usage. C'est-à-dire qu'on précise que le chercheur doit décrire de manière sincère, loyale et complète son intention. Donc là, c'est toute la question des jugements de valeur. On sait qu'il y a des jugements de valeur. Je vous donne un exemple qui n'est pas dans la santé, mais Facebook, le métier de Facebook, c'est tous les jours des algorithmes de filtrage d'informations. Le critère de ce filtrage d'informations, et vous pouvez trouver ça dans les settings de Facebook, c'est « relevant for you ». Voilà, c'est de l'information « relevant for you ». Donc, ça veut dire que Zuckerberg décide de ce qui est « relevant for me ». Et si vous regardez certaines conférences, ce même Mark Zuckerberg vous dit eh bien, ce qui est relevant for you, c'est le petit écureuil qui meurt devant votre porte. Alors, c'est un exemple très américain. Eh bien, est plus relevant for you, plus pertinent pour vous que des jeunes enfants africains qui meurent de faim dans un autre pays. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est plus proche, qui vous touche, etc. Donc, on voit bien que là, on peut ne pas avoir envie que cette information soit filtrée de cette manière-là. Et donc, on sait bien que dans les algorithmes, il y a des intentions, il y a des jugements de valeur, et donc il faut les écrire, il faut les documenter. Voilà, donc là, les questions de responsabilité, ça reste un vrai sujet, on ne sait pas, dans le domaine de la médecine. Pour l'instant, c'est le médecin qui est responsable. Mais est-ce que, s'il y a un problème, ça ne sera pas un jour le concepteur de l'algorithme, voire l'entraîneur, l'agent entraîneur dont je parlais tout à l'heure, le fabricant, le médecin, voire le patient. Alors, je poursuis par un rapport donc assez récent, et ça, on était assez fiers d'avoir fait en sorte que le CCNE, qui est quand même un organisme très
reconnu en France, eh bien, s'intéresse à ces questions de numérique et aux enjeux éthiques du numérique. Donc, je vous invite à lire ce rapport qui a été rendu le 19 novembre à Imagine, à Necker, Numérique et santé. Alors, il y a des éléments supplémentaires par rapport à tout ce que j'ai dit, donc des éléments spécifiques, des éléments de discussion aussi. Sur le consentement, c'est très intéressant parce qu'on se dit, il y a aujourd'hui à Imagine, par exemple, toute une équipe qui fait de l'intelligence artificielle sur les maladies rares. Et ça marche très bien. Et donc là, la question du consentement se pose. Est-ce qu'on doit demander à quelqu'un qui a une... Bien sûr qu'il faut lui demander un consentement, mais la discussion, elle est quand même assez fine. Est-ce qu'on doit demander vraiment le consentement à quelqu'un qui a une maladie rare, sachant que une information supplémentaire peut vraiment avoir un impact collectif extrêmement important. Donc, il y a toute la question de l'IA sur les maladies rares, la question de la responsabilité des médecins, la question, évidemment, du Health Data Hub qui est en train de se créer en France avec toutes les questions donc, éthiques autour de l'IA, autour de ça et des objets connectés. Les risques des algorithmes, donc, qui sont bien détaillés dans le rapport. Et puis, cette idée de médecine algorithmique et prise de décision, où là, deux éléments dont on a peu parlé aujourd'hui. Cette question-là, qui est très CCNE, de quelle est la place du patient, en fait, dans cette co-construction de décisions médicales. Et puis les questions, là on a un groupe de travail sur anonymisation, on sait bien que c'est quasi impossible, notamment dans tous les traitements automatiques aujourd'hui de comptes rendus médicaux. Et donc beaucoup de papiers sortent sur la réidentification. Et donc, on ne peut jamais dire que les données sont anonymisées. Elles sont pseudonymisées, mais ça pose encore beaucoup de questions dans le domaine de la santé. Et donc, on a fait un certain nombre de recommandations. J'en relèverai deux. Juste, on a proposé, alors ça peut-être qu'un jour ça arrivera, que le CCNE s'élargisse. Donc, il y a déjà Claude Kirchner, mais s'élargisse dans sa mission avec une mission de recommandation sur les questions de numérique et en particulier d'intelligence artificielle. Donc, ça va être discuté là, prochainement à l'Assemblée nationale. Et puis, je laisse tout le reste. Je m'attarde sur le dernier, la garantie humaine. Comme tout à l'heure, la place de l'humain dans les décisions. Ce que l'on propose dans ce rapport, c'est que si un patient est amené à avoir un résultat de diagnostic, voire de traitement par une machine, et que principalement ça vient de la machine, eh bien, on sait qu'elles sont extrêmement performantes, ça a été dit précédemment, et qu'elles peuvent être vraiment très performantes, même si on ne sait pas trop les expliquer, eh bien, il a droit à demander un deuxième avis qui est l'avis sans machine, l'avis d'un humain, d'un vrai médecin uniquement formé sans intelligence artificielle. Et donc, cette idée de garantie humaine fait quand même vraiment son chemin aujourd'hui sur toutes ces questions. Alors, d'autres enjeux éthiques aussi qui se posent, que l'on a débattu et échangé dans tous ces groupes, c'est un tout autre sujet, mais non négligeable. Les algorithmes, tous les patients deviennent des data et deviennent des probabilités. D'accord ? Comment on explique ça aux patients ? Alors aujourd'hui, vous avez la génomique, si vous avez effectivement le BRCA1, BRCA2, en fonction de que vous en avez un, deux, vous n'avez pas la même probabilité si vous êtes une femme d'avoir un cancer du sein. Donc si vous avez 90% de probabilité, il y a une option possible qui est vous faites comme Angelina Jolie, et vous vous faites opérer, mais il y a quelque part une solution. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ça, c'est vous êtes à 45%, ou 60%, ou 65%. Donc, et puis, généralement, aujourd'hui, avec la génomique, on détecte beaucoup plus qu'un gène. Donc, vous avez plein de probabilités. Donc, quelle est la conséquence sur la vie du patient, même s'il n'est pas encore malade, sur la vie de l'individu, quand vous lui fournissez cette explication. D'autant plus lorsque le médecin n'est pas formé à la question de l'algorithmie. Alors maintenant, sur la génomique, il y a des médiateurs, des gens qui vont faire ça, mais il y a tout un contexte. On peut détruire des vies, comme on peut en sauver. Et donc, il y a toute cette question de comment on va communiquer des chiffres. Voilà. Est-ce qu'on va expliquer qu'il y a des faux positifs ? On ne le dit pas sur les mammographies aujourd'hui. Est-ce qu'on va expliquer qu'il y a des faux négatifs ? Comment marche l'algorithme ? Est-ce qu'on sait l'expliquer ? Ça, c'est tout un enjeu.
Et puis, on sait aujourd'hui que aussi, vous pouvez ne pas avoir un cancer si vous avez un mode de vie particulier, si vous mangez bien, vous faites du sport, etc. Donc, on ne sait pas trop le poids de tout ça. Hein. Donc, c'est quand même compliqué. Donc, on peut arriver à des situations de ce type. Hein. Voilà, les gens sont obsédés, on va être obsédés par des probabilités. On va être obsédé sur les probabilités. Je lisais un article très intéressant l'autre jour qui faisait très peur, qui disait que le prochain Facebook, de toute façon va mourir, ça c'est un avis que je partage aussi, mais surtout que le prochain réseau social à grands usages, ça sera lorsqu'on va s'échanger et partager nos données génomiques. Parce qu'on va vouloir retrouver des cousins, des parents, etc. Et puis on va vouloir comprendre si moi j'ai telle probabilité, est-ce que tel cousin a plus de probabilité, etc., etc. Donc évidemment, c'est extrêmement dangereux de faire ce type de choses. Hein. Donc c'est pas complètement hors du temps. Et puis la question aussi de qui a accès à toutes ces données, c'est un vrai enjeu. On sait bien que les assureurs, les banquiers, etc., aimeraient beaucoup avoir... c'est un problème pour le Health Data Hub aujourd'hui. Alors, je passe très vite, mais quand même, l'Ordre des médecins et Jacques Lucas, ils ont sorti un rapport qui disent, nous, on veut évidemment des systèmes fiables, des systèmes intuitifs. Il nous faut aussi sur l'intelligence artificielle de développer des recherches qui anticipent les impacts potentiels de ces technologies et des technologies éthiques dès la conception. Donc, c'est une demande aussi côté médical. Il y a un rapport de la CNIL aussi qui va dans le même sens de toutes ces informations-là. Alors, je termine par la déclaration de Montréal. Je suis rentrée de Montréal hier. C'était une semaine à Montréal dédiée à l'intelligence artificielle. Il y a NIPS. Il y a le G7 du numérique. Et il se trouve que lundi, je suis intervenue dans une conférence et à Québec, ils ont lancé un observatoire de l'impact de l'IA sur la société qui est piloté, donc c'est un très gros programme sur 10 ans, qui est financé par les fonds de recherche du Québec, par des partenaires. Et donc, ils ont vraiment un très, très fort développement sur l'IA responsable. Et donc, on va développer des partenariats avec l'Université de Laval là-dessus. Et le mardi, il y avait la déclaration de Montréal. Et donc, je partage avec vous avec grand plaisir parce que c'était un moment très agréable pour moi parce que toutes ces idées qu'on essaie de développer à la CERNA et dans les différentes instances, eh bien, se trouvaient dans cette déclaration de Montréal. Alors, c'est ça, la déclaration de Montréal. Donc, ils ont commencé il y a 1 an. Je vous invite à aller sur le site, à la lire et j'espère à la signer. Et puis, il n'y a pas que des gens peu connus. Vous connaissez Joshua Bengio, qui est quelque part un des papes, je dirais, de l'intelligence artificielle. Et il signe, donc il est porteur de cette déclaration de Montréal. Alors, qu'est-ce que c'est que la déclaration de Montréal? Je fais très vite. Ils ont commencé il y a 1 an. Et c'est Joshua Bengio qui a vraiment initié avec un philosophe qui s'appelle Duval de l'Université de Montréal, en se disant, voilà, on est en train de construire un monde auquel il faut qu'on réfléchisse. Et ils sont venus à Paris, ils ont fait surtout au Canada beaucoup de réunions publiques avec des individus, des patients en particulier dans le domaine de la santé. Et ce travail de 1 an a abouti à cette déclaration. Et il y a beaucoup d'éléments dans cette déclaration, mais le principe, c'est de dire si on veut développer, en particulier dans le domaine de la santé, pardon, le slide n'est vraiment pas beau, il y a 10 principes. Et donc, c'est ces 10 principes qui sont développés dans la déclaration de Montréal, avec après des sous-principes extrêmement précis. Donc, je garde simplement les principes, vous voyez, qui sont très liés à ce que j'avais dit précédemment. La question de l'autonomie, le respect de l'autonomie, le respect du bien-être des gens, le respect du développement soutenable, comment on peut concilier l'intelligence artificielle avec, c'est la COP24 ces jours-ci, avec évidemment les problèmes climatiques, le respect de la vie privée, l'équité, le principe de justice, les questions de solidarité, dans ce que disait Joshua Bengio, qui est en fait marocain,
hein. Il défendait vraiment cette idée qu'il va y avoir les pays riches avec l'intelligence artificielle et les pays pauvres qui sont complètement aujourd'hui en dehors de ce monde et qu'on ne peut pas laisser faire un monde pareil. Question de responsabilité, participation démocratique. Alors, allez voir ce chapitre, c'est quand même faire de l'intelligence artificielle avec les utilisateurs. Les questions de diversité et inclusion et puis les questions de prudence par rapport à tout ça. Voilà. Donc, j'ai terminé. Juste deux points supplémentaires. Donc, vraiment, il y a cette idée, et c'est tout un courant de recherche et de chercheurs aujourd'hui européens et internationaux hein, sur cette question d'IA responsable qui est en train de se créer. Et donc, on appelle un financement de projets sur cette IA responsable, en particulier dans le domaine de la santé. Et donc, pour terminer, 2 initiatives. Une que vous connaissez, qui est l'Institut de convergence Dataia sur sa clé, voilà, qui est un institut Data Science, Intelligence et Société. Et dans cette, qui est dirigé donc par Bertrand Thirion, qui a présenté tout à l'heure, vous voyez qu'il y a 4 axes, hein, et l'axe transparence, explicabilité, confiance est dans le 3e, et puis régulation dans le 4e. Et enfin, une dernière initiative que je lance, qui est entre l'Institut Mines Télécom au travers de 3 écoles, Télécom Sud Paris, Institut Mines Télécom Business School, Télécom Paris et Sciences Po, où là, on lance un observatoire de l'impact de l'IA sur la société. Donc, on va travailler avec les Canadiens. Et puis, on va travailler, donc, Sciences Dures SHS sur ces technologies IA responsables. Voilà, donc si tous ces travaux ou tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup.